Tous les jours, depuis une dizaine d'années, mon amie Loretta me sert un grand café noir sans sucre. Aujourd'hui, elle m'a bien servi un café noir, mais il était horriblement sucré. C'était écœurant. Alors, naturellement, je viens me plaindre. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic earthlings! Who can save you now? Strange object imaged in the Imperial Vortex. ¿Qué hace falta casarme? Tu padre lleva 2 semanas en el hospital y si no quieres hablar conmigo. See you've met, Mark. ¿Tienes el menú? No, no tengo manos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine cinéma du 4 mai 2016. Le sommaire d'aujourd'hui, on parle des sorties du jour, puis après nous parlerons cinéma et promo spectacle avec mon invité du jour, le comédien et humoriste Ronan Boivino. Ronan, bonjour. Puis ensuite, comme toutes les semaines, une chronique anniversaire où on parlera... la semaine dernière, on avait parlé d'un acteur, on avait parlé de Jean Carmé. La semaine d'avant, on avait parlé de Édouard Main d'Argent et de Tim Burton. On avait parlé de Sergio Solima. Et on avait parlé, la toute première semaine, de 2010, l'année du premier contact. Donc toujours des films que j'essaie de défendre, que j'essaie de proposer. Parce que ce sont des films qui, malheureusement, n'ont pas toujours eu le succès qu'ils méritent. Mais ça paraît Édouard. Mais bon, je digresse. On passe directement avec les sorties du jour. Donc, Un homme à la hauteur, c'est le nouveau film de... Je regarde Ronan parce qu'il a des choses à dire sur ce film. Un homme à la hauteur, c'est le nouveau film de Laurent Tirard qui avait réalisé Le Petit Nicolas et sa suite, Les Vacances du Petit Nicolas, et qui avait réalisé le très mauvais, on en parlera peut-être après, Astérix au service secret de Sa Majesté. Je l'ai pas vu. Ah, il est très très mauvais celui-là. Donc une histoire très simple, l'histoire de Diane interprétée par Virginie Efira qui va rencontrer un homme de haut comme 3 pommes, joué par Jean Dujardin. Donc c'est un nain du jardin, voilà, j'ai fait ma blague. Dans ce film, merci, n'applaudis pas. On a discuté dans la salle avant. On a un problème avec ce film, c'est pourquoi, pour un film qui est censé du coup donner une image positive des gens de très petite taille, pourquoi ils ont pris Jean Dujardin pour jouer le mec? Et pourquoi ils n'ont pas pris un vrai nain? Est-ce que ce serait pas une sorte de discrimination positive? C'est comme on a eu ce problème avec, c'était dans Diamant sur canapé peut-être, où il y avait cet acteur occidental qui jouait un asiatique, donc il avait maquillé. Donc c'était limite raciste. Pourquoi tu prends pas un vrai asiatique? Ça me rappelle les blackface dans les vieux films américains. Mais là, Un homme à la hauteur. Un homme à la hauteur. Je suis pas contre de prendre Jean Dujardin pour jouer un nain, mais il fallait pas le dire plutôt. Il fallait le cacher et ça aurait fait une vraie blague au cinéma. Je pense que ça aurait été plus drôle de découvrir au cinéma plutôt que de nous le dire dans la promo d'abonnement. Jean Dujardin va jouer un nain parce que là. Là, oui, c'est pas drôle. Mais si on le découvre au cinéma, c'est plutôt quelque chose de drôle. Non, mais juste pourquoi avoir pris Jean Dujardin et pas un vrai nain. C'est tout. Et vraiment faire de ça le tournant du film, c'est mettre en avant l'handicap alors que c'est une personne, c'est bon. Non mais oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit nain ou pas, quoi. On est tous des êtres humains. Deuxième film du jour, Mr. Holmes, une nouvelle adaptation du célèbre héros de Sir Arthur Conan Doyle, le plus grand détective du monde, revient sous les traits de Ian McKellen, mise en scène par Bill Condon. En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le Sussex avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude recherchée n'est que de façade, une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours. C'est un film qui me semble assez intéressant. Ça a l'air bien cool. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé les 2 films de Guy Ritchie. Ah, le 1 oui, le 2 non. Oh, le 2... Non, j'ai du mal. Je préfère les adaptations de la BBC avec Steven Moffat en série. Sherlock, qui est peut-être pas à la même époque, mais beaucoup plus fidèle, je trouve, au moins dans l'esprit. Là, c'est du blockbuster. Sherlock Holmes, c'est pas un truc qui pète dans tous les sens, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est pas un adepte du free fight aussi. Et pour l'anecdote, Arthur Conan Doyle ne pouvait plus saquer son personnage puisque
le personnage avait eu une telle cote de popularité à l'époque que dès que Conan Doyle voulait écrire quelque chose, on lui disait non, continue à écrire Sherlock Holmes. Donc jusqu'à le tuer dans une des nouvelles, de tuer Sherlock Holmes. Ce qui fait qu'il a reçu des menaces de mort lui demandant de ressusciter le personnage. C'était Misery mais en pire. Pour déjà l'influence des fans sur voilà. l'auteur. Maintenant on passe à une petite interview. Donc Ronan Boivino, tu es en tournée actuellement. En tournée, oui, c'est un grand mot. Je tourne en rond. Oui, je joue sur Bordeaux et bientôt en extérieur à partir de la rentrée. Voilà, pour ton spectacle, attention spoilers, saison 2. Saison 2, oui. Voilà. Quelle est la différence avec la saison 1 ? La saison 1, c'était un brouillon. En fait, à la base, ce nom, il est là pour mettre en avant le fait que j'ai beaucoup parlé des séries dans mon spectacle. Et après l'avoir joué 3 ou 4 fois, ce qui est pas beaucoup pour un spectacle, je me suis dit, il y a eu un break, déjà, il y a eu une pause de quelques mois. Je me suis dit, c'est plus la même chose qu'au début, je suis plus la même personne. Je vais mettre saison 2 à côté, comme ça renforce sa référence aux séries. Et là, maintenant, après l'avoir joué 13 fois, je suis là, il devrait plus s'appeler saison 2, limite, il devrait plus s'appeler attention spoiler. Mais bon, c'est en référence au fait que je suis un sérivore et que j'aime beaucoup faire des marathons, tout ça. Donc tu ne parles pas que de séries dedans, tu parles aussi cinéma. Je parle cinéma, série et vie privée, comme beaucoup, je mélange un petit peu les deux. Je veux montrer qu'on a toujours ce cliché un petit peu sur les geeks, entre guillemets, sur mon Dieu, tu restes chez toi, t'as pas de vie. Si, je suis juste comme vous, j'ai juste une passion différente et ça joue dans mon personnage en fait. Et quand tu fais la promo de ton spectacle, tu dis toujours que c'est un spectacle qui parle de 2 choses qui t'ont marqué dans ton enfance. Oui, le cinéma et l'inceste, ce sont les 2 choses qui rapprochent le plus les Français, je pense. Voilà, parce qu'il y a pas mal d'humour noir et tout, et aussi d'âme du coup, avec cette nouvelle version du spectacle sur l'enfance. D'accord. Et le rapport au film, parce que j'avais qu'une seule VHS quand j'étais petit et je la regardais en boucle. Et quel film ? Jurassic Park. Moi aussi, je l'ai beaucoup regardé en cassette. Fait intéressant, tu vas jouer au BGF. Oui, durant le Bordeaux Geek Festival qui a lieu du 14 au 16 mai, je jouerai mon spectacle. Donc le lundi, si je me trompe pas, ça sera à 14h dans la salle 2 du hangar 2. Voilà, mon spectacle sera une version courte, justement, spécialement cinéma et série. Parce qu'on est au BGF, qui est un festival sur les cultures alternatives, donc tout ce qui est un petit peu geek. Du coup, là, mon spectacle est vraiment centré, cette version du spectacle est vraiment centrée sur ça. L'entrée est comprise dans le prix du billet pour le BGF, qui aussi vaut pour il me semble, une entrée à la Foire internationale de Bordeaux. Oui. Donc voilà, venez, ça va être bien. Il y aura du beau monde à ce festival. Moi, en tout cas, je serai au BGF. J'espère pouvoir y aller le lundi pour te voir. Cool. Je pense plutôt venir le dimanche, mais je préférerais le lundi puisqu'il y a des invités qui m'intéressent, comme Link the Sun et Bruce d'y penser, Axolot qui a annulé. Oui, il a annulé, il sera pas là. Malheureusement, il y a aussi Jigme. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est des personnes assez accessibles. Du coup, je pense que ça va être intéressant si vous l'allez rencontrer de venir au BGF. Il y aura aussi Brice Fournier qui joue Kadok, qui était déjà là l'année dernière. Oui, c'est un peu pareil, très accessible. On l'avait vu l'année dernière. Je vous conseille de venir au BGF, au moins pour ces invités. Je pense qu'ils vont mettre une bonne ambiance. Et Bruce a vraiment dans les conférences et dans les festivals des débats très intéressants avec les gens. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est un peu pour gueuler. Ouais. Voilà. La loi du travail. Non, c'est pas ça. Non. Ah merde. Non, on est là pour parler cinéma, de choses plus sérieuses, voyons. On va parler de mauvais films. Alors, on tient juste à rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 mai. Le 4 mai. Nous sommes... voilà. Ronan se met la main sur le cœur. Non, je me gratte les selles, mais c'est pas grave. Nous sommes le 4 mai, nous sommes le May the Force with you, le Star Wars Day, voilà. le jour Star Wars. Donc, si vous avez un film à voir ce soir, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Star Wars. Lequel peut-être le premier. Voilà. Le 4. Le 4, oui. Ouais. Voilà. Oui, pareil. Hier soir, on a commencé à regarder le 7. Que j'ai déjà vu 10 fois. 10 fois Non, je l'ai vu que 4-5 fois. C'est déjà pas mal, c'est déjà suffisant, ça bouffe déjà pas mal de temps. Oui, voilà, c'est une journée pour nous rappeler que Star Wars a quand même marqué toute notre culture. On parle de cinéma au cinéma, dans les études universitaires, que le post-moderne est apparu avec la sortie de Star Wars à peu près. Voilà, que ça a changé tout l'univers du cinéma. Et à un point, je me fais souvent cette réflexion, le mec il monopolise. Vas-y. On peut pas passer une journée dans la rue sans voir un truc Star Wars. À n'importe quel moment d'année, tu vas dans la rue, tu marches à Sainte-Catherine, t'es obligé de croiser un truc Star Wars. Oui, alors au moins dans les vitrines. Ouais, alors si tu habites dans une grande ville, mais si tu habites comme moi dans le Médoc... Mon Dieu, tu viens du Médoc. On va s'arrêter, on va en parler alors. Comment c'est le Médoc Tu es proche de ta sœur
Non, en plus, je raconte n'importe quoi puisque j'ai des posters de Star Wars chez moi, donc Oui, voilà. bon. Même à la télé, tout ça, c'est vraiment un truc, ça a monopolisé. Après, ce qui est intéressant, c'est que Star Wars revenait plutôt sur des codes du cinéma qui étaient vieux depuis plus de 20 Et ans. des références, oui. La théorie du monomythe. Oui. Et, C'est même plus vieux que ça, si on remonte. On remonte à l'histoire ancestrale et le fait que George Lucas s'était beaucoup inspiré du film, je crois que c'était La Colline Sacrée, c'était un film de Kurosawa. Kurosawa, mais Ouais. il s'est inspiré de beaucoup de choses. Mais c'est ça aussi qui est bien avec le postmodernisme, c'est que on prend toutes les influences, toutes les références au cinéma classique, au cinéma peut-être plus ancestral, à notre culture, et on les met dans un film. Ce que fait par exemple aussi Tarantino quelque part. Oui. Mais c'est plus discret chez George Lucas, entre autres. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là que pour parler Star Wars, on est là pour parler mauvais films décevants. Et on peut parler Star Wars. Alors. Et... on peut parler de la deuxième trilogie. Oui, non, mais non. Non, parce qu'on n'a pas fini avec des coups de chaise et tout. Ça va être très compliqué. Un ou deux non, si on peut rapidement parler de la deuxième trilogie, je trouve qu'il y a des choses qui sont très mauvaises dedans, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont en même temps tellement intéressantes, et je trouve franchement que c'est pas une mauvaise trilogie. C'était une trilogie décevante pour les fans, ça je peux le concevoir, mais franchement, je trouve que c'est pas une mauvaise trilogie. Il y a un problème d'adaptation, enfin un problème d'incarnation. Le mec qui joue à Anakin, Hayden Christensen. Oui, il joue très mal. Hayden Christensen ou Jack Lloyd? Jack Lloyd, c'est le gamin, c'est ça? Oui. Alors, les deux. Le gamin et lui, le gamin a envie de lui mettre des baffes, et Hayden, il est comme Mel Gibson dans Signe en fait. Il a aucun signe de visage. Il est mort intérieurement, le pauvre garçon. Et on commence directement avec Night Shyamalan pour parler de mauvais films. Shyamalan. C'est très dur à dire, Shyamalan. Comme il l'appelle dans Scrubs. Ah oui, putain. C'était le concierge, janitor. Shyamalan, c'est un gars qui s'est fait connaître du grand public avec un film que beaucoup de gens ont vu parce qu'il a cartonné à l'époque, Le Sixième Sens avec Bruce Willis et son twist de fin mémorable. Puis après, qui a encore marqué les esprits avec ce que je considère comme son meilleur Incassable, toujours avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Puis après, il a commencé à diviser le public avec Signe. Il y avait The Village avant. Non, il a fait Incassable. Après, il a fait Signe. Okay. Et ensuite, il a fait The Village. Il a fait Avatar, le dernier maître de l'air. Il a fait Avatar, le dernier maître de... Je sais pas ce qui s'est passé sur ce film, je pense qu'il y a moi, de production, je ne l'ai pas vu, ce n'est pas le genre de film qui m'intéresse. Regardez des dessins animés, si vous avez des gamins, regardez des dessins animés, mieux. Et qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre? Il a réalisé After Earth. Ah ouais. Mais le problème d'After Earth, c'est que c'est même pas un projet à lui, c'est carrément le film de Will Smith qui a tout dirigé. Donc à partir de là, quand un réalisateur est juste là pour mettre en image, sans même vraiment c'est pourtant le concept du cinéma américain, c'est-à-dire que aux États-Unis, les réalisateurs sont des salariés. Oui. Mais Shyamalan est considéré comme un vrai auteur. Il a écrit quasiment tous ses films. Quasiment. Voilà, je crois, oui. Sixième Sens, Incassable, il les a écrits. Le Village, Signe. Après, il a fait La Jeune Fille dans l'eau, quelque chose comme ça. La Jeune Fille de l'eau, oui. Je l'ai en DVD chez moi, mais je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas vu, mais apparemment, c'est un film qui divise le public parce que c'est un. Tous les films de Shyamalan. Oui. Oui, donc tous les films de Shyamalan. Tous ces films, oui. Soit on aime, soit on déteste. Voilà. Et je crève directement l'abcès puisque tout à l'heure on a parlé d'un film adapté d'un comics réalisé par. Je pensais qu'on a resté sur Shyamalan, c'est pas grave. Non, mais on enchaîne parce qu'on a beaucoup de choses à dire et je pense que là il va y avoir de la matière. Oui, voilà. Adapté d'un comics pour DC Comics. Par contre, je ne sais pas du tout les auteurs. C'est Superman. On va parler de Superman. Oui, mon frère pourrait dire le nom des créateurs de Superman. Batman, je sais, c'est Bob Kane et Bill Finger. Voilà. Mais Superman, par contre, je suis une bille parce que je n'aime pas Superman. Je n'aime pas Superman, pardon, je le dis. Donc, on va parler de Man of Steel de Zack Snyder. Zack Snyder, qui est un réalisateur qui se prend aussi, pareil, des paquets de. Ah, il se fait bâcher. Pareil pour son dernier, là, Batman, Superman, il s'est fait. C'est du bashing, mais comme on en a rarement vu. Alors, ce qui, selon moi, n'est pas mérité, mais tu n'as pas vu le film, du coup. Je n'ai pas encore vu le film, oui. Mais c'est intéressant parce que justement, Batman vs Superman est quelque part une réponse à Man of Steel, à tel point, selon moi, il est mauvais. Voilà, parce que bon, voilà, Man of Steel, alors, on pourrait dire soit on aime, soit on déteste, mais majoritairement, les gens détestent, on va pas se mentir. Mais moi, j'aime beaucoup Man of Steel, c'est peut-être mon... Sur tous les films Superman que j'en ai vu que 3.
Donc Man of Steel, Superman Returns, que je considère peut-être comme le meilleur. Oui, il est très bien. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur le film, et quand je l'ai vu, j'ai pas compris pourquoi. Il a apprécié, il y a quand même Kevin Spacey qui fait une bonne performance en tant que Lex Luthor. Et par contre, je ne comprends pas, je l'ai vu très tard, je l'ai vu quand même très, très grand. Le tout premier Superman de Richard Donner, je ne comprends pas comment ce film a pu marcher parce que je le trouve débile. Il faut le replacer dans le contexte des années 70, déjà, où on n'avait peut-être pas la même vision, c'est très kitschouné. Non, le film est très, très bien, le thème est génial, ça passe. Oui, après, oui. Christopher Reeve, quand il pouvait encore bouger, était très intéressant au niveau acteur. Et quand il était encore brun. Oui, il est devenu blanc. Il est devenu roux après. Roux. Ouais. J'ai rien contre les roux, mais ça lui allait vraiment pas. Il est horrible comme ça. Mais alors, Man of Steel, oui, toi donc tu l'as apprécié, il me semble. Mais moi j'ai apprécié Man of Steel parce qu'en fait le problème que j'ai avec Superman, comme je le disais tout à l'heure quand on travaillait dessus, c'est que Superman c'est un héros qui n'a quasiment aucune faiblesse. Bon, il y a la kryptonite bien sûr, oui. Mais à chaque fois c'est trop facile. Il arrête les méchants en moins de 2 et à chaque fois il est trop. C'est trop il est trop boy scout, il est trop gentil. Quand j'ai vu Man of Steel, franchement, je voyais enfin un film Superman qui le traitait de façon très sérieuse, à la manière de Dark Knight, puisque Christopher Nolan et David S. Goyer, qui ont écrit la trilogie du Dark Knight, ont écrit le scénario de Man of Steel. Et je voyais vraiment Superman qui se prenait des coups, je voyais Superman souffrir, je voyais vraiment une mythologie du héros. Et je trouvais vraiment que le personnage avait été traité de façon réaliste. Après voilà ton avis à toi. Est-ce que un film avec un alien qui est sur Terre a besoin d'être réaliste déjà de base, et le côté boss scout de Superman vient à peu près aussi de sa création. C'était quand même c'est l'Amérique qui représente. Quand je parle de réalisme, il faut que ce soit réalisme dans la diégèse vraisemblable du film. Vraisemblable, ouais, oui, si tu préfères. Et ben justement, je trouve qu'il est pas, moi. Avec ce moment, alors spoiler, mais le moment où le père de Superman meurt, il y a une tornade qui arrive sur lui. Et d'ailleurs, Golden Moustache l'a repris. Ils ont fait une vidéo. Oui, je l'ai vu. Voilà. Je l'ai où vu. En fait, il est là. Alors là, t'as le temps de le sauver. Là, c'est chaud. Alors là, d'un point de vue statistique, ça vient de baisser. Tu peux plus le sauver. C'est génial parce que, c'est génial, généralement mauvais. C'est vrai que Superman, donc, peut sauver son père. Alors, il doit cacher son identité. Il doit pas révéler au monde qu'il est que Superman. Mais à beaucoup de moments dans cette scène, il aurait pu y aller à pied. Soulever une voiture, bouger un truc, faire c'était l'adrénaline, de toute façon il y avait une tornade, on voyait mal ce qui se passait, il aurait pu sauver son père à n'importe quel moment. Et même justement, le truc du Superman que tu aimes bien, c'est ce côté réaliste, ce côté il faut pas qu'il révèle son identité. Mais en même temps, s'il est réaliste, c'est son père qui va laisser crever en face de lui, et je trouve que c'est pas du tout cohérent. Personne, même s'il révèle ton identité au monde entier, va laisser son père mourir en face de soi comme ça. Bon, c'est un des défauts du film, il y en a d'autres. Mais parce que son père lui a dit que quand Superman, quand il était petit, il a sauvé des enfants. Juste après, une scène pareille qui a fait polémique à l'époque. Juste après, il dit à son père, mais est-ce que j'aurais dû les laisser mourir? Et son père lui répond, peut-être. Et c'est la réponse. En fait, c'est Jonathan Kent, c'est un connard. C'est dire ça. Non, parce qu'il sait très bien. Il y a même des comics de Superman que je suis en train d'en lire un justement. Je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas encore fini, mais justement où ils prennent Superman comme une expérience scientifique. Si Superman à l'âge de 10 ans avait été attrapé, je sais pas, par la NASA, par Lex Luthor, parce que Lex Luthor, bon, il a toujours, oui, là on parle. Lex Luthor est plus intéressant que. Voilà, là on est vraiment en plein débat de geek. Lex Luthor, oui, il a toujours dirigé une multinationale. Ouais. Donc il est un président même. Voilà, donc si Superman il avait été attrapé à 10 ans par le gouvernement, ils auraient fait des expériences sur lui. Donc Jonathan Kane vraiment fait tout pour le protéger. Il est même prêt à se sacrifier et justement à faire genre je meurs, mon fils ne veut pas me sauver parce que c'est quelqu'un de normal, parce que il doit être quelqu'un de normal. Ou pas, non. Alors ça c'est dit par exemple. Alors je vais pas le dire en anglais parce que j'ai un accent de merde, mais il dit tu dois être un idéal pour eux, un idéal à atteindre. L'idéal, donc quelque part l'Amérique, mais en tout cas l'homme dans toute sa splendeur, il serait allé sauver son père, même si ça l'aurait découvert fortement. Il serait mis en danger sur tous les points de vue pour sauver son père. Après, bon, c'est un des défauts du film, il y en a d'autres. Moi, je pense que c'est les scènes d'action qui ont un gros problème, ils sont épileptiques. Et la fin, alors, outre que c'est pompé de Matrix à fond, à moitié Dragon Ball Z avec les combats, cette scène de destruction massive est tellement mauvaise qu'ils ont dû la rattraper et ça a donné, en fait, pour moi, cette scène de destruction massive, on s'est rendu compte, putain, ils sont en train de tuer des centaines de milliers de personnes dans la ville sans qu'on les voit à l'écran. Pour moi, ça donnait donc Superman vs Batman, qui a ce point de départ-là,
et qui est du coup très intéressant parce que Superman en tant que et là il est considéré beaucoup plus comme un nuancé ennemi. et tout est un dieu. Oui. Ce mec peut en un claquement de doigts défoncer toute la planète Terre. Et aussi Captain America Civil War quelque part. Alors même que lui, même s'il se passe sur d'autres comics, apparemment, ils nous font regretter d'avoir kiffé les scènes dans Avengers 1 et 2, les scènes de destruction massive. c'est ça le truc. Et j'ai l'impression que ces deux films sont réponse au problème de Man of Steel qui est évidemment du coup maintenant il y a des raccourcis scénaristiques de tiens on a évacué l'endroit, du coup on peut se battre, on peut détruire tout autour. Mais c'est quand on voit le film Man of Steel, j'étais là c'est un meurtrier. Là il vient de tuer des centaines de milliers de personnes, c'est horrible. Non, il n'a pas fait exprès, c'est Zod qui a tout fait. Superman il a fait que se défendre. Il a fait que se défendre. Quand il balance Zod sur un building et que le building s'écrase, c'est Superman qui a balancé Zod. Et non, c'était pas déjà les effets spéciaux étaient pas tip top. Et Lois Lane qui se téléporte. J'adore. Elle a aussi ça dans Batman et Superman. Elle se téléporte d'un endroit à l'autre du globe et je trouve ça très intéressant. Donc ce film était mauvais de beaucoup de points de vue. La musique était bien. De Alzheimer. Ouais, voilà, c'est pour ça principalement. Mais beaucoup d'incohérences de ce côté-là. Enfin, du côté du père, de la baston, de Superman qui sait pas trop où se placer et des scènes d'action qui sont pareil, incohérence. Superman a mis toute sa vie à maîtriser ses pouvoirs et à les découvrir. Zod arrive avec ses copains, en 2 minutes, ils ont tous les pouvoirs que Superman a mis 10 ans à avoir. Voilà. Pour terminer rapidement, on a beaucoup parlé de Superman. Juste un point rapide sur tes pires déceptions cinématographiques. Peut-être le film que tu détestes le plus, je sais pas. Twilight. Donc, Twilight, c'est à ce point-là que dans mon spectacle, quand quelqu'un n'a pas vu Jurassic Park, par exemple, ou m'embête, je lui donne le DVD de Twilight pour dire que c'est tout le mal que je te souhaite. Ça veut dire que tu as acheté le DVD de Twilight exprès pour faire cette blague? Et quelque part, oui, j'ai un stock de DVD Twilight. Voilà. Donc si vous aimez pas les gens, je peux vous faire un courrier, je les envoie aux gens que vous aimez pas. Le film qui m'a plus déçu. Mais apparemment le premier, j'ai pas vu la saga Twilight, mais apparemment le premier. Visuellement, il se tient. Le premier est bon parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Et que se prend au sérieux, mais visuellement, c'est plutôt le 2 qui est vraiment très mauvais. Le 2, il est aberrant, mais il y a des dialogues. Tu t'es coupé les cheveux, et t'as un tatouage. Et c'est tout. Elle dit juste ça en face du mec qui est torse nu sous la pluie. Non, c'est pas bien. Mais après, un film qui m'a plus déçu, Jurassic World, on peut en parler, il m'a bien déçu en tant que fan de... Jurassic World, je trouve que pas si mauvais. Je trouve que c'est un très bon divertissement, que c'est une très bonne surprise. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, pour en parler rapidement, c'est vers la fin quand il y a le combat entre le T-Rex, le Vélociraptor et l'Indominus Rex, donc le super dinosaure mutant. Ce que je trouve intéressant, c'est justement le fait qu'à ce moment-là, le T-Rex et le Vélociraptor s'associent. Oui. À ce moment-là précis, parce qu'à ce moment-là précis, c'est logique qu'ils s'associent. Parce que je trouve que d'un point de vue méta, c'est logique. D'un point de vue purement animalier, mais du point de vue méta, je trouve ça intéressant justement que ces deux espèces vieilles de plus de 100 millions d'années s'associent pour détruire cette aberration de la nature. Moi, dans la salle de cinéma, j'essaie d'imaginer leur pensée. C'était genre, tu n'es pas normal, on doit te détruire. C'est du racisme, ça, monsieur. C'est du racisme. Non, c'est une aberration scientifique. Non. Et même qu'il y a une certaine l'échelle du règne animal. Ouais, moi, ce qui est intéressant, c'est le côté le vieux film Jurassic Park 1 se bat contre. En fait, le côté méta, c'est vis-à-vis du divertissement de grande ampleur, où on fait un peu n'importe quoi. Il y a eu ça. Ils en parlaient dans le film. Mais c'est pas des dinosaures que vous avez. C'est ce que le public veut. Là, le public veut un dinosaure plus gros, plus fort. Et du coup, t'as l'ancien parc qui se bat contre le nouveau parc. Comme ce que voudrait le public type de Jurassic Park, le film. Mais après, les anciens fans, peut-être les nouveaux fans. Après, je crois que j'ai éclaté de rire dans la salle de cinéma juste après quand on voit le T-Rex qui regarde le Vélociraptor. Ouais, qui fait limite, ouais, bro. Ouais. Bien. Non, mais genre, dans ma tête, c'était. Pendant longtemps, nous avons été ennemis. Aujourd'hui, nous avons associé nos forces. Nous nous reverrons. Les Power Rangers. Les Power Rangers. Non, c'est assez bizarre. Il y a un côté un peu nanar dans ce film, mais c'est Chris Pratt. Par contre, ce qui est bien, c'est Bryce Dallas Howard. Alors, j'aime bien. T'as vu la polémique qu'il y a eu autour du fait qu'elle court en talons? Mais moi, je trouve ça assez logique. Elle a pas eu le temps de se changer et tout. Non, mais même on s'en fout. Oui. Déjà, je pense que c'est témoin en fait du sexisme latent qu'il y a chez le spectateur. C'est il y a une femme qui a un rôle parce qu'elle a un rôle plus important que Chris Pratt quand tu réfléchis. Chris Pratt sert à rien. Et il y a un film où il y a un T-Rex. Le point de base, c'est qu'il y a un T-Rex. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait une fille qui court en talons aiguilles? Est-ce qu'à un moment tu peux pas faire abstraction de ça? Il y a un T-Rex derrière elle. Et tu dis pas, oh putain, ce film est mauvais, il y a un T-Rex. Non, tu dis, un court en talons aiguilles, c'est pas vraisemblable. Il y a des dinosaures.
Ce qui me fait peur, par contre, c'est que le réalisateur du film, diriger le prochain Star Wars. Star Wars. le 9, apparemment. Mais il est bon, hein, le réalisateur, c'est pas ça le problème. Oui, mais s'il fait la même chose sur Star Wars qu'il a fait sur Jurassic World, c'est-à-dire mais au-dessus, il y a J.J. Abrams. Ouais. J.J. Abrams, Mais apparemment, J.J. Abrams est en train de reprendre le projet du 9. Il réaliserait pas le 8, mais il réaliserait le 9. C'est intéressant. Attention, il est toujours Bah, derrière. Il est derrière, on sait pas encore. Il est co-réalisateur, il est pas producteur. Il y a même George Lucas qui est pressenti pour réaliser. Non, il a plus rien à faire là, lui. Il est perdu. Alors maintenant, on va vite terminer sur notre rubrique anniversaire. Aujourd'hui, on parle d'un des premiers films d'horreur que j'ai vu dans ma vie et de mon premier film de zombie. Remettons-nous dans l'ambiance. Le Retour des Morts-Vivants, The Return of the Living Dead en version originale, est un film réalisé par Dan O'Bannon, sorti le 16 août 85 aux États-Unis et le 15 mai en 85 en France. Oui, on va parler de zombies, mesdames et messieurs. Le zombie fait partie aujourd'hui de la culture populaire. Il est déjà depuis longtemps dans les salles obscures. Frankenstein est un zombie en quelque sorte, c'est l'un des premiers. L'une des premières apparitions de cette créature mythique est dans le cabinet du docteur Caligari de Robert Wise en 1920, où le personnage de César, le somnambule, interprété par Conrad Veidt, a tout du zombie que l'on connaît, lent, docile et affreux. Un mot sur cet acteur, Conrad Veidt, il a joué dans un film qui s'appelle L'Homme qui rit. Ah oui. Il a joué notamment dans Casablanca où il est le méchant nazi, et c'est en voyant une photo de L'Homme qui rit que Bob Kane et Bill Finger ont trouvé le modèle pour le personnage du Joker dans Batman. Le premier vrai zombie au cinéma arrive dans White Zombie en 1932, un film avec Bela Lugosi. Puis les zombies débarquent en masse au cinéma avec cette fameuse année Z en 68 par le maître incontesté du genre, monsieur George Romero, avec son premier film La Nuit des Morts Vivants. 2 autres films suivront pour compléter cette trilogie Z comme tout le monde l'a appelé. Zombie, Dawn of the Dead, L'Aube des Morts Vivants, et en 78, et Le Jour des Morts Vivants en 86, qui est personnellement le meilleur des 3 selon moi. Non, c'est Zombie. On va pas débattre, mais c'est Zombie le meilleur. Voilà, c'est une question de goût. Le Retour des Morts Vivants sort en 85. Il est écrit et réalisé par Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, son œuvre est essentiellement liée à la science-fiction. C'est un gars qui a travaillé sur des scénarios, notamment sur celui de Dark Star, le premier film de John Carpenter. Il avait commencé et il avait écrit carrément le scénario du Dune de Jodorowsky, qui a été annulé pour de multiples raisons, c'est un film de dingue avec Salvador Dali, Orson Welles, Pink Floyd et Magma à la musique. Moebius au décor, Escher Giger, le créateur de Alien. Bon, regardez le documentaire, Ah oui, le documentaire a l'air génial, je l'ai pas encore vu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand le projet a été annulé, Dan O'Bannon a fait une crise, il est tombé en dépression, donc il est allé en maison de repos, et c'est en maison de repos qu'il a écrit Alien. Ok. Voilà. Les mecs, quand ils se reposent, ils font pas semblant. Non, ouais. Voilà. Et ensuite, Ridley Scott a repris plusieurs idées de ce Dune pour réaliser son Alien, certaines idées de mise en scène. Regardez les photos qui avaient été faites à l'époque, vous trouverez beaucoup de vraisemblances. Donc l'histoire et dernière chose, Dan O'Bannon a aussi écrit le scénario de Total Recall, le film réalisé par Paul Verhoeven. Donc Dan O'Bannon, c'est un mec quand même, et il a même approuvé le scénario de Alien vs Predator, le premier. Voilà. Ah donc, ouais, non. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Frank et Freddy, 2 employés de la morgue, qui vont tomber sur certains vieux déchets contenant des morts vivants, parce que les morts vivants ont réellement existé, et par un souci d'inadvertance, ils vont les réveiller, et le souci de ces morts vivants là, c'est que leur tirer une balle dans la tête, ça ne suffit pas, les découper, ça ne suffit pas, les morts vivants continuent à vivre, donc il faut carrément les brûler. Il y a un mort vivant qui se réveille, il le découpe en plusieurs morceaux, il le brûle, seulement la fumée arrive dans les nuages et provoque une pluie acide qui arrive sur le cimetière. Ce qui fait que des centaines de morts vivants débarquent et il est impossible de le tuer. Donc je pense que si des morts vivants arrivent comme ça dans la vraie vie, à chaque fois on dit on est préparé et tout. Là on est niqué. Oui. Là on ne peut rien faire.
Donc un groupe de jeunes va être ensuite enfermé dans cette morgue, va essayer de survivre jusqu'à appeler carrément l'armée qui va y mettre un terme final. Merci l'armée. Voilà, bien sûr, les Américains sont très gentils. Donc ce film n'a pas marché. À la base, Dan O'Bannon avait écrit le scénario pour que ce soit une éventuelle suite à La Nuit des Morts Vivants, ce que Romero avait refusé. C'est le film qui a révélé l'actrice Linnea Quigley, qui joue le rôle de Trash et qui deviendra une petite icône du cinéma d'horreur et de la série B de les années 80-90, considérée comme la reine des screen skin, qui est aussi une pin-up. D'ailleurs, dans ce film, elle fait une scène de striptease qui est magnifique. Non, parce que la scène est magnifique et il rajoute du cool au film. Franchement, quand on remet la scène dans le contexte du film, elle est vraiment géniale. Et il y a eu ensuite plusieurs suites de ce film qui ont quasiment rien à voir. Mais ce film est génial puisque les zombies sont doués d'intelligence, ils peuvent parler, ils peuvent courir. Donc je trouve que c'est l'un des meilleurs films de zombies que l'on ait, avec Brain Dead, qui est pour moi le meilleur film de zombies, Brain Dead de Peter Jackson. Donc si vous avez un film de zombies à voir, je vous conseille vraiment de regarder Le Retour des Morts Vivants. C'est une très bonne surprise, c'est très drôle, c'est bourré de musique rock and roll. Et franchement, les zombies sont traités d'une façon très sérieuse et en même temps très kitsch, sans jamais tomber dans le ridicule. Donc, juste regardez-le. Donc maintenant, on va se quitter sur la musique Tonight We'll Make Love Until We Die de SSQ, qui est la musique qui accompagne la scène de striptease. Et on fait un sous-titre. Tous les jours, depuis une dizaine d'années, mon amie Loretta me sert un grand café noir sans sucre. Aujourd'hui, elle m'a bien servi un café noir, mais il était horriblement sucré. C'était écœurant. Alors, naturellement, je viens me plaindre. I like to play with things wild before annihilation. Pathetic earthlings! Who can save you now? Strange object imaged in the Imperial Vortex. Ragazzo, fai a casa di me. Tu padre lleva 2 semanas en el hospital. Si no quieres hablar conmigo. See you've met, smart. ¿La tienes en mano? No, la tengo en manos. Echamos